Voilà, donc on va commencer. Donc merci d'être venu ce soir. Alors je vous rappelle que dans la prochaine réunion, ce sera notre assemblée générale. Donc ce sera le 12 décembre. Hein, et puis on aura ensuite après l'assemblée générale, elle ne durera pas très longtemps, elle durera à peu près une demi-heure. Et puis ensuite il y aura une conférence de M. Sapori sur les animaux dans la Grande Guerre. Voilà. Hein, on évoquera encore un peu la Première Guerre mondiale. Voilà, donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Madame Lefebvre-Tranchard. Alors, vous la connaissez, hein, c'est une star dans la région. Et elle travaille beaucoup sur Coucy-le-Château. Hein, c'est une membre très active de l'association pour la mise en valeur du château de Coucy. Hein. Les archives départementales, c'est sa seconde maison. On l'y rencontre très souvent. Et donc elle a fait, hein, vous vous souvenez peut-être, sa dernière conférence, c'était pour nous présenter le livre qu'elle avait consacré à Coucy-le-Château à l'heure allemande, donc pendant la Première Guerre mondiale. C'est un ouvrage qui était paru en 2016 au livre d'histoire. Et je crois qu'elle était venue en 2017, hein, la dernière conférence, donc ça fait déjà quand même 8 ans. Alors je la remercie de venir ce soir nous évoquer ces nouvelles recherches donc, sur les maçons de la Creuse. Hein, donc elle a trouvé plein de choses sur les maçons de la Creuse qui ont œuvré dans le département de l'Aisne et puis plus précisément dans la région de Laon. Alors merci beaucoup hein, et on vous écoute avec plaisir. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors je vous ai mis en présentation le départ des maçons de la Creuse. Symboliquement, vous avez les deux maçons à gauche et qui disent évidemment au revoir à leurs femmes. On est à peu près au mois de février-mars. Ils partent dans la France, différentes régions. Ils ne se reverront pas avant le mois de novembre. Alors bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Gamine, j'aimais suivre mon père, M. Georges Tranchard, sur ses chantiers de construction. J'assistais alors au rendez-vous avec le propriétaire et l'architecte. Natif de Coucy-le-Château-Auffrique, j'ai appris très vite le rôle d'un ABF et d'un architecte en chef des monuments historiques. C'est de cette manière que j'ai fait connaissance avec M. Gigot, que j'ai retrouvé alors que j'étais maire de Coucy, pour le chantier très spécifique de M. et Mme Gilbert, soit aménager un logement dans la tour carrée à Coucy. Et ce dernier m'a fait ensuite le grand plaisir de m'accompagner dans la construction de ma maison à Coucy-le-Château, maison construite sur le rempart pour les plans, la demande du permis de construire, le suivi des travaux. J'ai donc baigné dans un milieu où les outils des maçons sont utilisés. Lors de mes recherches généalogiques à titre privé, ou pour répondre dans les années 80-90, lorsque j'étais maire de Coucy, aux nombreuses demandes de descendants de la deuxième génération de familles qui ne sont pas revenus à Coucy après leur exode, en 1914 ou en 1917, j'ai croisé des maçons de la Creuse dans Coucy et ils m'ont entraîné dans leur périple. Voici 2 actes tirés de l'état civil de Coucy, qui me font en plus retrouver le patronyme Vergniaud, qui est dans mon arbre généalogique pour un de mes grands-oncles et découvrir entre eux un lien entre Coucy-le-Château et le village de Saint-Gousseau, la province de Poitou et la ville de Limoges. Qui dit Limoges dit maçon limousin. Nous sommes alors dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et là, vous avez Léonard Godard qui s'est tué lors d'une chute dans le château. Cette expression changera avec la création des départements pour devenir maçons de la Creuse. Mais autrement, les maçons limousins, ils étaient à cheval sur le département où on a maintenant Limoges et sur la Creuse. Mes premières recherches, j'avais deux à vous montrer. Le deuxième, c'est le décès de Jean Courty en la maison de Joseph Vergniaud, architecte. Et il est natif de Saint-Gousseau. Dans mes recherches, je pense que c'est Saint-Gousseau que j'en ai le plus, au moins une 50aine dans l'Aisne, et je n'ai pas fait toute l'Aisne, et à peu près pareil, ou 60 venant de Châtellus-le-Marché.
Mes premières recherches m'ont montré qu'au début du XVIIIe, les maçons de la Creuse étaient dans l'Aisne, principalement sur des chantiers de rénovation d'abbayes, comme celle de Prémontré, de Nogent-sous-Coucy, Cuissy, etc. Ils pouvaient travailler également pour l'évêché de Soissons, en particulier à Sémont, pour ne citer que quelques exemples. Ne trouvant pas d'informations aux archives de l'évêché, j'ai remonté le boulevard Jeanne d'Arc pour aller à Saint-Jean-des-Vignes. Et là, j'ai appris que l'abbaye avait été démontée sur un marché public, marché remporté par un monsieur Vallot. Grâce au registre d'état civil des années de l'Aisne et de la Creuse, j'ai pu croiser non pas un maçon de la Creuse appelé Léonard Vallot, mais également son frère portant le même prénom. Qui dit Léonard, vous cherchez, 9 chances sur 10, il vient de la Creuse. Et originaire de Châtelet-le-Marché, village de Beaumont, et habitant tous les deux à Soissons. J'ai appris également, en étudiant la succession et le partage des biens du Léonard Vallot ayant porté le marché entre sa veuve et sa mère, résidant alors dans la Creuse, qu'il restait sous terre des pierres venant de cette démolition et qu'elles avaient été attribuées à la mère dans la Creuse. Je ne peux pas l'affirmer. Sur le moment, on m'a dit que ce n'était pas possible, mais je crois savoir qu'une recherche a été faite depuis, avec les moyens techniques de notre époque, sans faire de fouilles. On a les rayons ad hoc, et ce serait vérifié. Cette famille Vallot est toujours propriétaire de la maison natale de ses deux frères, située à Châtelet-le-Marché, dans la Creuse. Voici cette maison, toujours conservée et restaurée à l'identique. À droite, la photo a été prise et publiée par le journal La Montagne lors de ma présentation de mon expo sur les maçons de la Creuse pendant une dizaine de jours à Châtelet-le-Marché et Saint-Gousseau en 2022. Village d'où sont originaires presque la moitié des maçons trouvés jusqu'à ce jour dans une petite partie de l'Aisne. Je dis bien une petite partie de l'Aisne, c'est-à-dire on va partir de Sémont, on va frôler Soissons, mais il manque beaucoup d'état civil, donc je ne m'en occupe pas pour l'instant, remonter Braine, Coucy-le-Château, Prémontré, puis je ne me rappelle pas pourquoi, tout d'un coup je suis montée à Rozoy-sur-Serre. Voilà. Je pense que je l'ai rencontré comme témoin, mais j'ai jamais réussi à trouver sur quel acte je l'avais trouvé comme témoin dans un mariage. Cette famille Vallot est toujours propriétaire de la maison natale, et parmi ces maçons, nous trouvons, venant justement de Châtelet-le-Marché, Guillaume Finot, sujet de cette présentation, né également là-bas, le 28 octobre 1760, dans le village de Manerbe. Voici sur cette carte la partie centrale de la région dont est originaire une grande majorité des maçons venus dans l'Aisne, petite région à cheval sur les départements de la Haute-Vienne à gauche, où vous avez Limoges, mais qui n'est pas sur la carte, et puis ici, vous avez un début de la Creuse. Et donc, quand j'ai souligné Marsac, etc., tous ces noms en vert, c'est que j'ai trouvé des personnes. Et sinon, les plus importants, c'est donc Châtelus et Saint-Gousseau au-dessus. Et Bénévent-l'Abbaye, c'est simplement parce que ces deux communes sont dans le canton de Bénévent-l'Abbaye. Alors, très important, il y a une grosse différence entre l'Aisne et la Creuse à une certaine époque, et encore maintenant malgré tout, c'est que la commune de Châtelus, qu'on va appeler le bourg, regroupe 40 villages. Dispersés autour du bourg, dans un paysage très vallonné, on a Arsous, La Barre, Beaumont, Boissieu, les Bruges, les Carres, le Châtaigneau, Chauvernère, chez Théveny, les Cinq-Routes, Clamont, la Clute, les Côtes, Garneau, la Leuf, l'Auge, le Maurat, Mournetas, Palotas, Pérus, Las Bradas, Randonex, La Roche, Saint-Alex, Tourneau, Tourtereau, les Vergniaud, Villechabrol, Villemaury, Villemontex, Villepille. C'est vraiment la particularité là-bas. Le bourg est à peine plus important que les autres. Nous, un hameau chez nous, on a des hameaux qui sont souvent maintenant limités à une exploitation agricole. Là-bas, c'est tout à fait différent. Et ça n'aide pas pour le travail des recherches sur les registres d'état civil. Alors, au tout début de mes recherches, Denis Roland de Soissons m'avait conseillé d'aller voir la sculpture à gauche qui est à Slan.
Elle est presque à l'entrée du village quand on arrive par la deuxième route à gauche en sortant de Trolly, en allant en direction de Blérancourt. Effectivement, recherche faite, elle a été réalisée par Philippe Loguet, maçon originaire de Saint-Martin-Sainte-Catherine, un village proche de Châteauguay. Vous voyez leur façon de travailler, de marquer en même temps leur ouvrage. Si je dépasse actuellement le chiffre de 250 maçons dispersés dans une petite partie de notre département, je ne voudrais pas m'arrêter avant d'avoir trouvé qui a sculpté cette machine à sémons. Mais les sémons, les archives départementales ont récupéré les archives de sémons très tardivement, et donc elles ne sont pas encore exploitables complètement. Donc je patienterai, mais je me suis décidée, j'y arriverai. Alors, autre chose, ce que j'aimerais savoir aussi, si le calvaire de Sémons, qui est à droite, a été construit par un maçon de la Creuse qui se serait inspiré des lanternes de mort que l'on trouve dans la Creuse. Donc à gauche, vous avez la lanterne des morts, mais du côté où j'ai fait la photo, vous ne voyez pas que derrière, vous avez une pierre qui est creusée, et donc la veille de l'enterrement, on va déposer une bougie qui va brûler toute la nuit. Voilà. Et quand on les regarde côte à côte, il y a quelque chose. Hein. Et puis on n'a pas souvent des calvaires qui sont aussi hauts dans les communes. Mais bon. Alors, ensuite, comment peut-on les rencontrer presque 300 ans après? Les registres de l'état civil. Alors, allez-y, on va trouver plusieurs actes d'état civil avec la famille Lantoni. Mais des fois, c'est un peu... on est un peu gêné parce que quand on nous dit qu'il y a autre maçon de la Creuse qui signe, ben ça serait bien s'ils avaient donné tous les noms. Alors après, ce monsieur Lantoni, je l'adore, il a eu une vingtaine d'enfants, donc 20 actes d'état civil, ça fait un parrain, une marraine, et au tout début, on voit qu'il n'est pas encore intégré, et donc ce sont des personnes de l'ISI, puis arrivé au 4e, 5e, allez, c'est les copains maçons qui deviennent parrains plutôt. Et quand aussi, c'est possible quand les registres n'ont pas été détruits par fait de guerre. Tout dépend qui a la personne qui a écrit l'acte, qui peut être plus ou moins long. Et les actes anciens de mariage amènent souvent des précisions si le marié vient d'une autre commune. Parce que le curé du village où il est né devant envoyer son autorisation, et l'autorisation est recopiée dans l'acte. Donc là, on est gagnant. Et si on n'a pas l'acte de mariage, il faut chercher l'acte de décès. S'il est né en Creuse, on va le savoir. Creuse ou ailleurs. Hein. Remarque, et pour le décès d'un maçon venant du Mouzin, alors le nom des parrains, des marraines, des témoins sont donc tous aussi intéressants. Et encore plus lorsqu'on a également des renseignements sur leur travail. Donc là, vous aviez en haut Pierre Latoni Masson, décédé chez Pierre Latoni Masson, parce qu'en général, ils restent groupés. Ils habitent chez le patron, en quelque sorte, qu'on va appeler, quand il sera vraiment important, maître maçon, ou des fois architecte. Et là, le deuxième, et qui est bien, c'est le deuxième jour du mois de septembre, à l'année 1726, par moi prêtre, curé, etc., né le jour précédent, j'ai passé, le parrain a été Charles Bonhomme, architecte résident actuellement à l'abbaye de Cuissy. Peut-être que plusieurs personnes d'entre vous connaissent ce nom de Charles Bonhomme, grand architecte, hein, et qui, à Reims, qui a travaillé dans différentes abbayes, entre autres Prémontré, Saint-Martin, Allan, et puis carrément Nogent-sous-Coucy. Voilà. Et moi, je me dis, j'ai un acte une fiche de généalogie d'une fille bonhomme qui est mariée avec un Vergniaud, mais il y a presque 400 ans. Donc si j'arrive à trouver que cette famille bonhomme est bien de ce village, là je serais fière de moi.
Alors, par hasard, j'ai noté le nom de Guillaume Finot, témoin au mariage d'un ami, avec les mots maçon de la Creuse à Rozoy-sur-Serre, ce qui m'a servi de point de départ pour de nouvelles recherches dans une autre partie du département. Et donc là, je suis montée en direction de Rozoy-sur-Serre. Intéressant également, les registres de vente de biens nationaux, à condition qu'ils ne se disent pas cultivateurs, parce qu'ils ont épousé une fille de cultivateur. Ils restent maçons de la Creuse, mais ils veulent s'intégrer. Moralité, eh ben, ils sont cultivateurs. Alors là, les pistes, elles sont un peu à l'arrêt. Et qu'ils viennent d'un pays donc, où leurs parents sont très souvent cultivateurs, et comme les fermes de la Creuse, et surtout dans cette région, sont des toutes petites fermes, des tout petits espaces, beaucoup de bois, et donc c'est pour ça que les maçons partent à l'âge de 12 ans, et ils montent, bon, on dit toujours qu'ils montent sur Paris, mais ils ne montent pas que à Paris. Ils montent à Lyon, aussi beaucoup, hein, mais on peut en trouver aussi dans le Poitou, par exemple, et c'est quand ils ont travaillé sur pour des canaux qui rentraient dans la terre. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, par exemple, que Louis Mazetier était fils de maçon de la Creuse et qu'il est né justement dans le Poitou parce que son père avait quitté la Creuse pour aller là-bas travailler sur un chantier, mais il devait être une bonne vingtaine à travailler. Et moi, je me dis aussi que ce travail risque d'être complètement fichu, puisqu'ils ont empêché que l'eau de mer, enfin tout au moins arrive à canaliser et réguler l'arrivée des eaux de la mer vers le territoire, et que si le niveau de la mer monte trop, tout ce qu'ils ont fait, c'est perdu. Alors, intéressant également, dans toute la liste que je vous ai mise, ça c'est tous les documents qu'on trouve aux archives départementales. Hein. Il y a beaucoup de documents différents, mais d'une forme ou d'une autre, on peut trouver des éléments. Alors, je crois que j'en suis à 1480 registres, que je lis du début à la fin, parce qu'il ne faut pas laisser passer un nom. Faut pas, on peut très bien, quand je ne fais pas des recherches, lire, chercher, puisqu'on peut avoir la date, le numéro de l'acte, on peut demander le bouquin et aller lire l'acte. Et moi, je lis de la première à la dernière page. Alors, donc, les registres de biens nationaux, donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai le cas de 2 familles Brunto. J'ai une famille Brunto à Brenne. Il y en a un qui va racheter tous les corps de... Enfin, comment tu appelles ça, l'abbaye? C'est pas une abbaye à Brenne. Hein? Saint-Yvonne. Oui. Il va acheter tous les bâtiments de l'abbaye et puis il va en supprimer certains. Il y en a un qui existe encore. Là, celui-là, je peux le trouver. Et j'ai une autre famille Brunto que je ne trouve pas. Mais bon, ça viendra. Alors là, vous avez, j'en suis à laquelle, extrait de registre d'enregistrement, un exemple, le rapport de Martial Lantoni et de Joseph Merniaud, maître maçon, demeurant à Nogent et Soucoussi. Parce qu'ils viennent travailler et on dit qu'ils demeurent là parce qu'ils dorment sur place. On a un exemple d'un texte où on dit qu'un bonhomme, quand il travaille, enfin, je ne sais plus lequel dans les prénoms des fils bonhommes, quand il travaille à l'abbaye de Prémontré, il travaille à un escalier et il dort dans son chantier, sur son chantier. C'est des conditions de vie vraiment, qu'on soit chef ou pas, enfin qu'on soit architecte ou pas, c'est les mêmes conditions de vie très difficiles. En bas, vous avez aussi... par Martial, j'arrive pas à lire, Martial Noël, maçon limousin, au profit de Pierre Bartou. Donc, la famille Noël, Martial Noël, je me suis promis aussi de trouver si l'entreprise Noël, qui travaille actuellement, entre autres, à l'abbatiale de Rozoy-sur-Serre, descend bien d'un maçon de la Creuse appelé Noël, et pourquoi pas, de cette région-là. Je crois que j'approche.
dans ma recherche, je trouverai. Alors là, voici l'extrait d'une étude sur tous les cantons de la Creuse. J'ai pris la page qui concerne l'Aisne. Hein. Alors, canton de Bénévent, donc vous avez canton de Bénévent-l'Abbaye, et le top 6 des départements de migration, donc vous avez pour Paris, on va en compter 510, région parisienne 285, la Marne 567, l'Aisne 70. On n'est pas toutes les pages de ce registre, hein, mais là, on est bien dans Bénévent-l'Abbaye, donc c'est tout ce que je vous parle, les sons de cette petite région, les Ardennes 26 et Lyon 24. Voilà. Donc parce qu'il existe en Creuse une association des maçons de la Creuse, un travail énorme, énorme, énorme. Alors, quand on regarde les chiffres, ceux de l'Aisne sont intéressants, ainsi que ceux de Lyon. En effet, Guillaume Finot est né à Manerme, mais petit, il a été élevé dans Lyon, où son père était déjà parti en tant que maçon de la Creuse. C'est un cas assez unique, car la maman est partie avec son fils aîné et le papa. Et elle a eu un enfant dans Lyon. Donc, l'aîné de ses enfants est maçon de la Creuse. Le deuxième n'est pas maçon de la Creuse, bien qu'il soit maçon et qu'il parte dans le Loiret. Mais il n'a pas l'appellation maçon de la Creuse. La maman va mourir, le papa repartira là-bas dans la Creuse, il se remariera, et les petits frères peuvent être devenus des maçons de la Creuse. Mais ils sont nés, il faut être né, sinon on n'est pas maçon de la Creuse. Il faut être né là-bas. Première recherche à Rozoy-sur-Serre, au travers de deux fascicules que j'ai trouvés aux archives départementales. Alors, il y avait un petit fascicule, réponse aux questions du comité historique des arts et monuments. À droite, vous avez un précis analytique écrit par Louis Lépinois. Et puis, je vous ai ajouté au milieu le dessin de l'enceinte du château avec la collégiale qui sera construite à l'intérieur du château. Et puis, en dessous, l'église Saint-Laurent maintenant, c'est-à-dire que c'est l'ancienne collégiale, donc vous avez le plan au-dessus, et puis on va en reparler après la Révolution, ça va devenir une église. Alors, si je peux me le permettre, je comparerai Rozoy-sur-Serre avec Coucy-le-Château pour son histoire, son château avec un donjon de 60 mètres soit plus grand, mais avec des murs moins épais que celui de Coucy, mais aussi un rôle et une suprématie dans sa région. Mais Rozoy vit aussi autour d'une collégiale qui a été construite au sein de l'enceinte du château, avec un quartier réservé aux chanoines juste en dessous, quand on descend vers le centre-bourg actuel. Alors, Rozoy-sur-Serre est une commune dévastée plusieurs fois par de gros incendies. Celui de 1785 a été particulièrement violent, comme nous l'indique Louis Lépinois. En 1785, en bas, le 3 mai, dans l'espace d'une heure, 216 maisons sont réduites en cendres. Et selon les minutes d'un notaire. Et ça, je n'ai pas encore travaillé les minutes des notaires de Rozoy. Mais on voit qu'il y avait déjà eu un terrible incendie en 1698. Hein, et puis après, bon, c'est des histoires qu'on peut trouver Moyen-Âge et autres régimes politiques habituels. Hein. Mais les incendies, c'est vraiment horrible. Voici un acte d'état civil pour une brève personne brûlée dans son lit. Et ils ont là le toupet de réécrire « On a trouvé une partie considérable de son corps ». Surprenant. Et je vous ai mis un deuxième acte. Celui-ci, autre acte difficile à réaliser, entre guillemets, à se dire que c'est vrai, hein, une dame et 3 enfants brûlés dans la rue près de l'école. Alors, les registres d'état civil, qu'est-ce que j'ai fait?
dans les deux actes qui nous confirment la présence de Guillaume Finot. On a Guillaume Finot, et non, en haut, on a déjà, en 1786, on a la naissance d'une petite fille présentée à l'église par François-Joseph Fère, chirurgien, et son épouse, fille de Guillaume Finot et de Lucie Gons. Et le parrain et la marraine sont François-Joseph Fère et son épouse. Et ensuite, peu de temps après, c'est-à-dire 3 mois après, Guillaume Finot, maître maçon, né au village de Manerbe, fils de défunt Martin Finot et Marguerite Pell, le père décédé à Manerbe, le 31 janvier 1919, la mère décédée à Valery dans l'Yonne, et se marie avec Lucie Gons, née en 1754 à Rozoy-sur-Serre, fille de Jean-Louis Gons, bourgeois, et Marie-Anne Quéot, et se marie en 87 en la chapelle de la Sainte Vierge de Saint-Laurent. Donc là, c'est attesté, Guillaume Finot, il est bien là. Bon, si on fait des calculs, on va calculer 9 mois au moins avant la naissance de la petite fille, et on est au moins sûr qu'il était là. Et ils reconnaissent officiellement leur petite fille Marie-Françoise. Donc, on peut simplement présumer qu'il est arrivé à la suite de l'incendie de 1784. Les dates peuvent correspondre. Alors, la naissance des enfants Finot à Rozoy-sur-Serre et à Laon. Alors, la recherche des naissances de leurs enfants pourrait nous permettre d'estimer quand la famille Finot a quitté Rozoy-sur-Serre. Cela pourrait correspondre à la fin des gros travaux de reconstruction du bourg. On a Marie-Françoise, née en 86 et décédée. C'est la petite fille qu'on avait vue avant sur l'acte. Louis-Auguste, né en 89, décédé en 89 à Rozoy. Marie-Anne Nicole, née en 90, décédée à Rozoy. Marie-Antoinette Lucie, née en 93, décédée le lendemain. Oui. Et puis on a Jean-Baptiste, né à Laon en 1795, et qui va décéder à 9 ans. Mais lui, il est à Laon. Et Marie-Adélaïde Lucie, née à Laon en 98, décédée à Laon en 1998. Alors, ça peut donner une petite marge pour imaginer leur départ. Mais ça pourrait aussi, leur départ pourrait également être dû aux événements politiques de cette époque. Si je prends un extrait du contexte guide chronothématique de Thierry Sabot, concernant la vie religieuse, alors on a des dates. Par exemple, février 1790, les ordres religieux sont supprimés et les vœux monastiques sont interdits. Donc à Rozoy, on a une collégiale. Et on a forcément un ordre religieux. Février 1791, élection des premiers évêques constitutionnels dans chaque département. Septembre 1792, abolition de la royauté. 93, mouvement de déchristianisation dans le pays. Et Robespierre doit décréter la liberté de culte pour que la situation ne s'aggrave pas. Mais surtout, 94, le 18 septembre, c'est la séparation des églises et de l'État. Elle est affirmée avec la suppression du budget des cultes et les salaires des religieux. Et 1795, les églises non vendues comme biens nationaux sont rendues au culte. Donc on a une petite marge autour de 93-94. Conséquence de la Révolution pour les chantres de l'abbatiale de Rozoy. Jean-Louis Gons, le beau-père de Guillaume Finot, a fait son entrée dans le personnel du chapitre vers 1737 pour exercer les fonctions de chantre. Il deviendra également vicaire. Le 10 septembre 1790, soit 7 mois après que les ordres religieux aient été supprimés, les 4 chantres de l'ancienne abbatiale demandent aux administrateurs du département de l'Aisne qu'une pension leur soit accordée. Si sur le principe un accord est acquis, avec un futur versement d'un petit capital, celui-ci ne sera jamais suivi d'effet. En 1791, au 16 septembre, le district examine non pas une demande, mais une pétition de Jean-Louis Gons pour le versement d'une pension. Tous les religieux, toutes les personnes dans son cas, se retrouvent brutalement pas un sou par mois. Le 29 septembre 1791, le directeur du départ arrête que Jean-Louis Gons, qui fut chantre de la collégiale de Rozoy-sur-Serre pendant 54 ans, sera porté sur le tableau des pensionnaires de l'État pour une somme de 200 livres à compter de janvier dernier.
Sa femme décède à Rozoy en 1792. Il part ensuite à Laon, où il meurt le 28 juin 1794, on dit en sa maison. Mais je ne l'ai pas trouvé comme propriétaire. Donc ça peut expliquer quelques petites choses. Alors, y a-t-il, je parlais du départ de la famille Finot, hein, et du coup après, il faut que je cherche ce qui s'est passé. Alors, y a-t-il en Douce-France, ce pays des Francs, ville plus fidèle, cité plus florissante, plus célèbre dans le monde latin que Laon, si belle enclose dans ses forts murailles de pierre, et si bien gardée par tant de tours, de portes, de puissants bastions, et tant d'hommes d'armes? Quelle machine de guerre pourra en enfoncer les portes, en renverser les murs, que l'effort romain mit tant de siècles à construire? Et là, je vais vous montrer qu'un maçon tout seul peut démonter une porte. Et à la main. À la main. Alors, en 1782, on a l'autorisation pour démolir les portes appelées Luceau et Saint-Martin. Et donc, elle est signée par le duc de Gesvres. Je ne sais pas si on dit Gesvres ou Gesvres. Hein. Et puis, donc, il faudra après attendre le papier officiel, hein, pour autoriser. Donc, on est en 1782. Et là, vous avez en 1793, vous voyez le temps que ça a mis pour que le projet de démonter la porte Luceau avance. Hein. Vous avez un plan fait par M. Cotoneste, je crois, un architecte avec lequel M. Finot travaillera énormément. Et moi, j'ai embêté pas mal de personnes qui sont à l'accueil en salle de lecture quand je leur parlais de cette porte, parce que le nom, il n'est pas terrible quand même. Alors là, on peut trouver des fantaisies. Là, l'architecte, de toute façon, il l'appelle la tour David. Bon, donc moi, si je cherche la porte Luceau, je demande à quelqu'un aux archives, va me chercher la porte David. C'est quand même un peu normal. Hein. Alors, je vous ai mis, alors il a mis tous les propriétaires. Les traits, ça marque qu'en dehors de démonter les tours là-haut, il faudra aussi élargir la voie, donc démolir des maisons, les reconstruire, etc. Et du coup, j'ai essayé avec un bouquin exceptionnel dont je remercierai jamais l'auteur, Maxime de Sarne. Alors là, la merveille pour pouvoir suivre tous les propriétaires. Hein. Et puis, j'ai beaucoup aimé, il avait trouvé que là, dans le passage que l'on a, donc on est à l'angle quasiment de l'hôtel de la Bannière, que c'est l'ancien emplacement de l'hôtellerie du Barbeau, et que le courrier de Coucy-le-Château partait tous les jours en 1830 de chez Prévost, hôte du Barbeau, à 4 h du matin, et en arrivait à 4 h du soir. Ensuite, il a écrit aussi, en faisant les recherches dans le bouquin de Maxime de Saint, on a l'ancien emplacement de l'Écu de France, et là, c'est le courrier Soissons qui partait à 1 h de l'après-midi, qui en arrivait à 9 h du matin. Et puis, tout près de la porte Luceau, oui, c'est écrit Luceau celle-là, la caisse d'épargne occupe la place de 3 auberges, l'hôtellerie du Sauvage, l'hôtellerie des 4 Filles, Sémont, et l'hôtellerie du Griffon. Alors là, je ne suis toujours pas plus avancée pour ma démolition de tours, de portes. Je sais bien que c'est celle-là, hein, mais vous voyez, là-bas, il écrit porte Luceau. Or, la plupart du temps, c'est Lupceau. Et celle-là, c'est bien vrai. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Faut pas se fâcher et avancer. Et je voulais vous montrer le courrier de Coucy, donc quand il partait, et bien voilà où il arrivait. À Coucy-le-Château, à gauche. La malle-poste qu'on appellera également. Hein, et il arrivait dans le bas, puisque de toute façon, par le haut, c'était absolument pas possible. Il n'y avait pas de possibilité de rentrer vraiment, et donc ils arrivaient par le bas. Voilà. Mais je crois que j'ai fait une bêtise. Oh. J'ai dû passer quelque chose. Non, ça va, c'est bon. Donc nous sommes à Auffrique-aux-Gens, Auffrique-et-Nogent, commune issue de la Révolution. Commune entourant complètement l'enceinte médiévale du château de Coucy et le quartier des Éperons devant la porte de Laon.
c'est un peu spécial, c'est hors sujet, mais pour arriver à comprendre la répartition des différents hameaux de Coucy, les communes changent, elles changeront en 91, elles rechangeront en 1914, non pas 14, en 21, c'est pas très facile. Alors, dans la porte Luceau, et ici, vous avez la description de l'édifice national, dit la porte Luceau, provenant de la commune de Laon et qui est sise à Laon, rue David. Et on est en 1798. Donc, depuis que l'idée a été lancée, depuis l'autorisation du duc de Gesvres, c'est toujours pas démarré. Bon, on ne peut pas lire tout non plus, on n'y arriverait pas. Et je sais, on n'est plus tout. Enfin, j'ai un souci. J'ai dû faire une bêtise. Hein. Ouais. J'ai essayé de me rattraper, mais je ne sais pas. Et là, ici, le premier germinal en 7, on a Lucie Gons, qui est donc d'une famille où il y avait, on a vu son père, hein, qui avait obtenu une petite pension, mais elle était donc dans un milieu, je ne vais pas dire un milieu aisé, mais c'était quand même un certain niveau. Hein, et donc, elle a hérité d'argent. Et là, elle décide de nommer son mari comme héritier. Hein, et elle lui donne la moitié de ce qu'elle a. Voilà. Et leur fils meurt peu de temps après, et donc voilà. Donc elle lui donne toute la moitié de ce qu'elle a, et quand elle va mourir peu de temps après, et donc il aura une certaine aisance. Et dans le texte, ce qui est bien, c'est qu'elle dit, hein, je sous-signais Lucie Gons, désirant donner des preuves d'amitié à Guillaume Finot, mon mari, et lui procurer une vie plus aisée après moi, je fais le présent testament par lequel je donne et lègue à Guillaume Finot, mon mari, la moitié de tout ce qui couvrira à mon désir tant en meubles que bien immeubles pour en jouir sa vie durant, suivant que soit fait rédiger à Laon ce premier germinal en 7 de la République. Pardon. Et donc, parce qu'on va voir qu'ils ont vécu au départ dans des conditions très misérables, comme beaucoup de maçons de la Creuse. Mais on va dire aussi qu'il a fait un mariage avec Lucie Gons, lui permettant de rentrer dans une forme de bourgeoisie, et il va pouvoir récupérer après l'argent d'abord de son fils, de la première moitié, et quand à la mort de sa femme, peu de temps après, il aura la totalité. Et ça va changer énormément. Bon, chaque maçon a sa vie très spéciale. Il n'y a pas deux cas pareils, mais il y en a qui vont rester pauvres toute leur vie. Et à droite, vous avez... Et là, on arrive vraiment... Il emporte leur dernier enfant est mort en juin 1795. Hein, et Lucie Gons va mourir très peu de temps après avoir fait ce don à son époux. Et donc, à droite, un mois après, il emporte les enchères pour l'achat de la porte Luceau. Alors attention, pour le prix de 46 000 francs. Je ne comprends pas pourquoi on peut acheter quelque chose à ce prix-là. C'est 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix d'une maison. Alors, il pouvait, dans l'acte, il avait 3 mois pour tout démonter, c'est-à-dire le passage, l'étage qui est pas habité mais utilisé comme magasin, etc. 3 tours, seul en 3 mois. Enfin, peut-être qu'il était aidé, mais il n'avait toujours pas une grue, il n'avait pas les engins qu'on a maintenant. C'est quand même, malgré tout, presque à la main, ou à la corde. Hein. Donc c'est vraiment étonnant ce prix.
La démolition et la vente des matériaux ne lui rapportera pratiquement rien par rapport à l'achat. Mais donc, le testament de sa femme lui a donné les moyens d'avoir des délais de paiement. Ça lui permettra effectivement de transiger. Et à un moment donné, j'ai retrouvé un papier où il lui reste encore une somme à payer par rapport à ces 46 000. Mais effectivement, il a des biens et donc il peut les hypothéquer ou les mettre, c'est une forme d'hypothèque, pour pouvoir étaler son paiement. À la mort de sa femme, en octobre de cette même année, il obtient également la seconde moitié des biens de sa femme. Il aura alors ce qu'elle avait espéré, une vie beaucoup plus aisée, comme elle le souhaitait dans son testament. Ici, vous avez des extraits de l'inventaire des biens communs, actifs et passifs, après le décès de sa femme. Vous avez aussi un texte qui dit, enfin, on en parlera aussi, c'est l'état de la maison par M. Cotonest, architecte. Donc, on a tout le détail des pièces, tous les meubles, tout est vraiment chiffré. Et moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est ce qui est écrit en bas. Sur la planche supérieure du dit buffet, il est trouvé 21 volumes, tous relatifs à l'art de l'architecture. Donc, est-ce que c'est comme ça que quand on est simple maçon au début, on peut devenir architecte? Je ne sais pas, mais quand même, 21 volumes. Bon, après, j'ai essayé aussi, ça vaut aussi 6 francs. Avec 6 francs, on n'avait pas grand-chose dans le reste de l'inventaire. Mais malgré tout, c'est intéressant. À droite, vous avez encore dans une maison. Je n'ai pas noté ce que c'était. Donc vous avez tout est compté, tout est. Après, on a les chantiers en cours, on a l'actif, le passif, et donc on peut savoir aussi où il travaillait, où il avait des chantiers. J'espère qu'il avait une écurie à un autre endroit que celle-là, parce que là, vraiment, le vieux cheval qui est comptabilisé, il ne vaut pas grand-chose. Et il ne doit pas être capable de tirer une pierre. C'est pas possible. Ou même un tombeau. Mais il est encore là. Donc il faut essayer de lire tous ces documents pour trouver vraiment la valeur de ce qu'ils ont à cette époque. C'est encore très, très peu. Et vous avez, cet inventaire se fait en présence de Nicolas Quéot, oncle de la femme de Guillaume Finot. Que ce soit les Gonse, que ce soit les Quéot, qui sont plutôt dans le milieu religieux des chantres et autres, qui étaient avant à l'abbatiale, ils veillent sur leur fille ou leur nièce, et tout est bien supervisé. Et là c'est Nicolas Quéot, l'oncle de la femme de Guillaume Finot. Alors, c'est la maison d'une famille ayant peu de moyens pour la vie courante, mais par contre, elle livre sur les lignes d'architecture et surtout l'état déplorable de la construction. Alors, il y a des problèmes dans des quartiers, je vous jure qu'à cette époque-là, la rue Saint-Cyr, ça pouvait crouler. Ça pouvait crouler. Parce que M. Cotonest va expliquer que ça ne fait pas partie en même temps de l'inventaire, mais il se permet de le dire, les travaux qu'il faudrait faire, et en particulier soutenir la toiture. Et soutenir la toiture qui recouvre un grenier. Mais chez les maçons, bien souvent, les greniers servent d'habitation pour d'autres maçons. Et c'est ce qu'on appelle des galetas. Des galetas, c'est-à-dire c'est une pièce insalubre, il y a une paillasse, et puis c'est tout. Après, pour se laver, il faut trouver l'eau. Et donc, à Paris, vous aviez comme ça, c'était derrière la Notre-Dame, rue Saint-Landry, vous aviez tout un quartier où il y avait des petits immeubles, où chaque étage
était rempli de galetas, c'est-à-dire héberger entre 4 et peut-être 10 maçons par chambre. Hein. Et donc là, c'était vraiment une hygiène déplorable. Et tous ces galetas vont disparaître quand le baron Haussmann va aménager Paris différemment. Et en particulier le quartier des maçons de la Creuse. Mais c'était tout un quartier autour de la rue Landry, là, près de la cathédrale. Et là, vous voyez, vous avez ici un décès de Paul Villechabrol, maçon, natif de Bourganeuf, donc c'est le chef-lieu de canton, donc on est toujours bien dans le même coin, soit du même canton que Guillaume Finot, et résidant chez M. Maca dans un galetas. Donc vous avez l'acte de Villechabrol. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus, il est originaire, il demeure, non, il n'est pas originaire, il demeure à Verneuil-sous-Boussy. Donc, faut que je le trouve. Faut que je le trouve, c'est absolument obligatoire. Âgé de 58 ans, et donc il est mort chez M. Maca. Et enfin, ah non, ça c'est tout à fait différent, c'est la première fois que je vais rencontrer Guillaume Finot. Dans la lecture des ventes de biens nationaux, il achète, bon à cette époque-là, je n'ai pas fait attention, de toute façon, mais ça concernait Coucy, donc nos gens faisant partie de Coucy maintenant, je l'avais noté, et il achète donc un terrain, il met aux enchères, ayant appartenu au duc d'Orléans à Coucy-le-Château, au Fric, donc les sections d'Aufric, lieu dit le Montbertin en 1805. Et vous avez là la suite, Guillaume Finot, entrepreneur à Laon. C'est un maçon de la Creuse, ok, mais maintenant il est entrepreneur. Et donc il achète pour le compte, parce qu'après vous pouvez être présent lors des enchères des ventes de biens nationaux, mais vous pouvez aussi être représenté. Et c'est à la fin, quand les enchères ont été faites et que c'est noté, c'est à la fin qu'après, il revient préciser qu'il ne l'a pas acheté pour lui, mais il l'a acheté donc pour Aimé Fidèle Armand Forêt, qui est une personne de Laon, secrétaire du district, qui deviendra conseiller et secrétaire général de la préfecture. Et par hasard, comme je vous disais, de toute façon, moi, quand j'ouvre un bouquin, je lis tout. Et là, je suis tombée sur Coucy, tout à fait par hasard. Et en plus, sur Guillaume Finot, une photo faite en 2021. Alors, cela, c'est une copie de l'acte chez Maître Dolé en 1801. Notre Guillaume Finot était veuf, et en 1801, il épouse à Aulnoy-sous-Laon Véronique Balossier, dont le père est cultivateur. Et le 24 janvier 1802, ils achètent une maison située au 4 rue du Cloître, Saint-Jean. Donc, je pense que ceux de Laon, vous connaissez tous où se trouve le Cloître Saint-Jean. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des maisons qui a avec elle une partie de l'ancienne église du bourg. Hein. Alors, une maison située à Laon, Cloître Saint-Jean, occupée sous bail par le Surtuis, consistant en une place basse à feu avec alcôve, une autre place basse aussi à feu, 2 cabinets, 2 chambres hautes à feu et 2 cabinets, grenier dessus couvert en tuiles, cave, cour, puits, lieu d'aisance et fournil servant d'écurie adossé contre le mur entre les piliers du chœur de la ci-devant église Saint-Jean. Grenier dessus couvert en tuiles, donnant d'un côté sur le cloître, d'autre au terrain ci-après, d'un bout sur Louis, d'autre à la dite église. Ensuite, on a également un bâtiment voûté en dôme, recouvert en tuiles, formant un hexagone irrégulier, éclairé par 2 vitraux, l'un fermé et l'autre ouvert, dans lequel se trouve un plancher neuf et un escalier en bois. Une cour, grande écurie en appentis contre le mur de la ci-devant église, une remise et un grenier dessus.
Ensemble, la cour et les murs et terrains environnants, et sur lesquels sont construits les 10 bâtiments, représentant les 10 murs, un édifice fort ancien, quoique non achevé, communiquant à la maison ci-dessous par une rouillée ou descente, et avec une porte à 2 vantaux, et ayant son entrée principale par une porte cochère sur la rue de la Fausse Porte Saint-Jean ou rue des Repois. Mais alors là, rue des Repois, je ne suis pas sûre d'avoir bien lu. J'ai pas su traduire le mot. La rue des Repois. Alors je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est derrière, vers le rempart? Est-ce qu'il a une porte par là qui donne sur une petite ruelle, qui n'existe peut-être plus, parce que cette description, c'est celle de 1801. Depuis, ça a été certainement modifié à la fois par les différents propriétaires qui sont suivis, mais aussi par les propriétaires qui sont derrière. Donc, voilà. Moi, à la limite, cet texte-là, je laisserai volontiers à Denis Montagne pour qu'il me dise s'il est d'accord et comment il le comprend et comment il situe vraiment. On peut trouver aussi, aux archives toujours, parce que je n'ai pas mis tous les numéros des dossiers. Je suis désolée, c'est pas bien, mais je ne l'ai pas fait. Je sais. Mais par contre, 1807 est un dossier de consultation pour la construction d'un bâtiment dans le cimetière Saint-Just. Donc tous ceux qui connaissent le cimetière Saint-Just connaissent ce bâtiment. On arrive à la grille, on descend la petite gravette, il y a des marches maintenant, je ne me rappelle plus. Et puis on a en face de nous, un peu plus bas, cette chapelle. Et c'est donc lui qui a emporté le marché pour construire ce bâtiment. Alors ce bâtiment doit être établi sur le bout vers le nord de l'allée d'arbres à la suite de l'entrée du dit lieu, où se trouve une croix qui à cet effet sera démolie et streamée. Il doit être fait conformément aux 10 plans et profils. En conséquence, il doit être de 9,40 cm de longueur sur 6,30 cm de large, hors œuvre, non compris le socle qui sera au surplus de 6 centimes, je veux dire centimètres, d'avant encore sur chaque face extérieure, etc. Guillaume Finot et son épouse auront 2 enfants. Clotilde, née en 1802, décédée également en 1802. Ah non, ça ne va pas ça. Ah, 62. Ah oui, moi je lis en biais. Elle est épouse de Joseph Auguste Poilevaux, vérificateur en chef des poids et mesures. Et un fils, Joseph, né en 1805, qui sera négociant pendant 13 ans à Rio de Janeiro. Il y épouse Alexandrine dite Armide Ferret, originaire de France. Veuf et sans enfant, il épouse à Paris Alexandrine Berger, qui a un fils naturel de 16 ans, et il le considérera comme son fils. Donc c'est en 1802 qu'il se remarie. Ensuite, en 1809, il achète cette maison située au numéro 6 de la rue Saint-Cyr, qui pourrait être la dernière maison achetée à Laon. Et il l'achète de Claire-Charlotte d'Origny de la Neuville, épouse de François-Albert Chevalier d'Enzel. Pour ceux qui la connaissent, et la façade, c'est déplorable dans l'état où elle se trouve. Et moi, j'ai essayé de regarder à travers les carreaux, parce que je suis un peu curieuse. Et elle a été utilisée par des bureaux, et on trouve les dossiers qui sont sur des tables, qui sont par terre, qui sont ouverts. Je ne comprends pas qu'une administration qui quitte les lieux... Pardon. Pas de commentaire sur cette maison. C'est la mienne. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Donc, cette maison qui malheureusement est fermée, et quand on la regarde de près, on voit les gros problèmes de maçonnerie, etc. Donc, on peut imaginer que dans beaucoup de maisons comme ça, la charpente qu'on ne voit pas devient de plus en plus dangereuse. Par contre, quelle magnifique maison! Alors, les extraits de registre de l'état civil de Laon du 9 septembre 1921 qui nous disent que
Guillaume Finot, est décédé à 61 ans, natif de Manères, département de la Creuse, époux de Marie-Rose Véronique Ballossier, avant veuve de Lucie Ponce, fille de défunts Martin Finot et Marguerite Pell, est mort en sa maison aujourd'hui à 4 heures du soir, et le déclarant ont signé avec nous le présent acte, après lecture faite. Donc il est mort dans la maison au 4 rue du Cloître Saint-Jean. Il est mort en 1800. J'ai fait des bêtises? Ah oui, 1921, oui, c'est... Oui, c'est 1800, Désolé. Mais c'est pour que vérifier que vous ne vous endormez pas. Alors, l'ancienne maison Ferrand, accolée à l'ancienne porte Luceau, et la photo est prise en montant à pied la côte de Vaud, en quelque sorte. Hein. On a à droite les deux plantes, on est au coin de l'hôtel de la Bannière, Ah oui. hein, et on monte à pied, parce qu'on n'a pas le droit de monter en C'est voiture. pas la porte Luceau, là, c'est les tours David. Hein. Tour David. Ben, oui, mais n'empêche que sur les actes officiels, elle est appelée porte Luceau. Voilà, c'est ça le problème. Mais la porte Luceau, elle est beaucoup plus loin. C'est une deuxième porte qui a été construite après. Celle-là, elle a été construite en même temps que les remparts. La deuxième qui est en bas, qui porte presque le même nom, et elle n'est pas construite à la même époque. Hein. Loin de là. Il y avait une ère de... le pâté d'immeubles de la Bannière, etc., ça fait une cour et on voit une guérite à l'angle des remparts qui surplombe vraiment la ville. Donc c'était une ère pour que les voyageurs puissent rentrer à l'abri des brigands et des loups, pour se remettre dans le contexte de l'époque, avant l'entrée dans la ville qui correspond à ce qu'on voit à l'angle de la maison. Oui. Il y avait deux tours. Et il y en a une, on a retrouvé celle de gauche. Ben, je vais en parler après. Oui, d'accord. C'était les tours David. Ah bah oui, je voyais. En fait, ça. Mais c'est vrai que, bon, ben, vous connaissez mieux que moi, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver avec ces deux noms de portes. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc à gauche, c'est par rapport aux fouilles, ce que vous étiez en train de parler, à la hauteur des monoprix de Laon. Donc à gauche, vous avez en rouge, mais c'est une faute, c'est un plan de 1830, je crois. Hein. Donc c'est pas tout à fait pareil. Il conservait la Bibliothèque nationale de France. Bon, on va dire qu'en rose, on n'a plus la tour, bien sûr, et puis on est à l'emplacement de la mairie. En vert, ce qui est entouré en vert, c'est l'emplacement du Monoprix, après, qui a été donc complètement fouillé. Hein, complètement fouillé. On a bien les deux tours. Enfin, il en manque une, parce que normalement, il y en a trois. On a bien les deux tours. Alors là, on est d'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur. On est bien sur le rempart. Donc, on peut l'appeler porte David ou porte je ne sais pas quoi, parce que là, je m'y perds mon latin. Et on voit bien qu'on a rajouté... On a refait comme une autre forme de rempart, une bastide qu'on a amenée à cet endroit-là, qu'on a construit à cet endroit-là. Ce n'est pas la même période. Et tout ce qui est en bleu foncé, violet, après, on va trouver la porte que vous avez parlé, la porte Luxo. Qui s'écrit pas Hum, pareil. mais qui est à gauche, mais c'est une autre période. Voilà. Voilà. Et donc, celle qu'on a démontée, et vous avez la fouille qui nous a mis à jour une des tours, donc c'est celle de gauche. Par rapport au plan là-bas, c'est celle de gauche. Voilà la tour qui doit être accessible depuis un garage, je crois. Le garage de la copropriété, de ce qui a été construit à la place du Monoprix. Voilà, c'est ça. Des garages. Hum. On va sortir. Et je crois savoir qu'elle est préservée et qu'elle est toujours là. Mais il reste que ce qu'on Oui, mais on lui a pas remis de la terre sur le nez. Non. C'était pas la peine. Alors là, on arrive au cimetière Saint-Just, c'est le tombeau. Alors c'est bien écrit famille Poilvaux-Finot. C'est une photo que j'avais faite il y a déjà un petit moment. Par hasard, j'ai un peu marché simplement dans le cimetière Saint-Just, par hasard, sans descendre trop bas à gauche, et je suis tombée sur leur caveau. Donc on dit bien la famille Poilvaux-Finot, donc c'est la famille du deuxième mariage. Par contre, tous les petits-enfants, les bébés
à Rozoy, les 2 autres qui sont nés à Laon et la maman, je n'ai aucune idée où ils sont enterrés. Et puis ça serait étonnant qu'on trouve, puisqu'à ce moment-là, il faisait partie des personnes qui n'avaient quand même pas beaucoup d'argent. Donc on sait très bien qu'il y a des quartiers d'indigents, en quelque sorte. Est-ce qu'il avait la possibilité d'avoir une place ailleurs? Je ne sais pas. Et voilà, ça c'est une photo du cimetière de Châtellul-Marché, donc la commune d'où il vient, Guillaume Finot. Et ben, comme j'avais été faire la conférence à Châtelus, amener une exposition qui s'est promenée entre Châtellul-Marché et puis Saint-Gousseau, et ben, mardi, je me suis payé le culot d'appeler le maire de Châtellul-Marché, puis je lui ai demandé s'il pouvait me trouver la tombe du père de la famille Finot. Mais bon, c'était trop tard, je lui ai demandé trop tard, donc elle est peut-être toujours visible, mais il faut peut-être essayer d'effacer les noms pour arriver, enfin, gratter un peu les noms pour trouver le nom. Et alors, il m'a envoyé cette photo-là. Et ce qui est surprenant, quand je l'ai reçue, je me suis dit, mais est-ce que c'est des maisons? Et après, j'ai bien vu des croix. Hein. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous voyez les cases, enfin, les pierres qui sont recimentées avec 2 anneaux pour la retirer. Et c'est un caveau qui est derrière. Avec, on voit un peu la pierre tomber au-dessus, là-bas aussi. Hein. Et j'en avais vu aussi à Saint-Gousseau, pas cette forme-là là-haut, hein, mais par contre avec une ouverture. Alors il était assez grand, on va dire qu'il faisait 1,50 m, complètement fermé, la forme d'une maison, et à l'arrière, il y avait une ouverture comme ça pour rentrer le cercueil. Voilà, monsieur Philippe Rio. Voilà, messieurs, dames. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui. C'était passé dans le langage courant, tout comme on ne disait pas je vais appeler j'ai besoin d'un ramoneur, on disait j'ai besoin d'un savoyard. Quand on disait j'ai besoin d'un limousin ou j'ai besoin d'un creusois, c'est qu'on voulait un maçon. C'est un mot qui est passé dans le langage de cette époque-là. Oui, oui. Pas d'autres questions? Il y avait quelqu'un de Rozoy? Pas de questions? Non. Bon. Merci, madame. Par contre, je vais me permettre, imaginez-vous que vous avez dans la salle un descendant de maçon de la Creuse. Il ne va pas y couper, hein. Tu ne vas pas y couper. Et j'aimerais que tu nous parles. J'aimerais que tu nous parles 2 minutes, parce que je ne sais pas quelle heure il est, que tu nous parles 2 minutes de ta passion pour la Creuse, de ta passion pour Châtelus. Et à quel moment tu as été promené là-bas assez longtemps? Alors, oui, donc je suis né à Coucy-le-Château, donc en 1959. Mon grand-père est né à Châtellul-Marché en 1889. Donc il était d'un village que Michel a cité tout à l'heure, qui s'appelle Ville-Chabrol. Et Ville-Chabrol est plus près de Saint-Gousseau que de Châtellul-Marché. Donc mon grand-père est né en 1889. Avant, déjà, dès 1910, il fait déjà des déplacements sur la Marne. Lui allait, faire maçon de la Creuse dans la Marne. Donc on trouve déjà, et ça c'est riche d'enseignements, ce sont les matricules, les registres matricules. On voit qu'en 1910, il habite un moment dans la Marne. Après, en 1914, il se marie avec une fille, ma grand-mère de Mourioux, qui est un petit village aussi à côté de Châtellul-Marché. Il se marie en 1914. Bien sûr, après, il part à la guerre de 14 à 18. Il a 2 enfants qui naissent quand même, une fille en 14, une fille en 18 à Châtellul-Marché. Et après, il revient dans la Marne, mais ça devient une migration définitive. Donc, il s'installe à Setceau, dans la Marne, où son frère était déjà maçon de la Creuse, où il a travaillé aussi pour
un natif de Châtellus-le-Marché qui avait aussi une entreprise à Setso. Et donc c'est comme ça qu'après, mon papa et 2 autres tantes sont nés dans la Marne, et le hasard a voulu aussi que, quand mon papa a cherché, il était menuisier, a acheté une menuiserie, il a acheté à Coucy-le-Château. Mais donc, le grand-père, alors, j'ai eu la chance dans ma carrière de travailler en Creuse, et j'ai pu avancer pas mal sur la généalogie, avec des complications. Un intérêt, c'est que la Creuse a beaucoup de registres, on trouve beaucoup de registres, mais comme Michel l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est que dans une même famille, ils pouvaient donner le même prénom à plusieurs enfants. Et comme c'était le parrain qui donnait le prénom de l'enfant, vous retrouvez, moi je retrouve la naissance d'un Léonard Rago, fils d'un Léonard Rago, avec un parrain qui s'appelle Léonard Rago. Donc, à un moment, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais on a des archives quand même assez conséquents. Et donc, déjà avant, mes ancêtres venaient déjà dans la Marne. Et alors, il y avait une autre famille, alors Rago aussi, et donc, qui a été architecte, et qui notamment, à l'époque, a construit le grand hôtel moderne à Reims, où on a aujourd'hui le syndicat d'initiative dedans. Et c'était un architecte. Donc, Michel a montré aussi tout à l'heure, de Châtellus-le-Marché, beaucoup de maçons allaient dans la Marne. Mais voilà, c'est une migration. Donc, Châtellus-le-Marché, je connais bien. Et c'est pas étonnant qu'ils faisaient des tombes comme ça, parce que comme ils étaient maçons, ils voulaient montrer, donc ils ont fait des monuments pour leurs morts qui sont impressionnants, et beaucoup de monuments aussi en verre. Donc, et la particularité de Châtellus, c'est que là, ce cimetière, il est vraiment sur les hauteurs. Il est sur les hauteurs de Châtellus-le-Marché. Et quand tu parles des Léonards, allez, tu vas le dire? Bah oui. Si tu peux parler de ta carrière, où ça t'a amené et ce qui t'est arrivé. Je disais tout à l'heure, mon grand-père est né en 1889 dans la Creuse, mon papa est né en 1930 dans la Marne. Donc, sur notre famille, sur ma branche, il n'y a pas de garçons qui sont nés en Creuse depuis 1889. Mon parcours m'a amené à travailler en Creuse. J'étais directeur départemental des services d'incendie et de secours dans la Creuse. Et les symboles, j'aime un peu, mais mon fils, donc j'ai 3 filles et un fils, mon fils est né à Guéret en 1997. Donc avec plus de 100 ans après, on a renoué avec la naissance d'un garçon en Creuse. Et qui s'appelle? Qui s'appelle Enguerrand. Ah non, c'est celui-là qui s'appelle Enguerrand. C'est Enguerrand dit Léonard. Ah d'accord, il y a le mot Léonard quand même, il y a le prénom. Et bon, la Creuse est un département qui, pratiquement, depuis les années 1880, a perdu pratiquement 1000 habitants par an. Les gens, donc, partaient, et c'est vrai qu'à un moment d'une migration, Michel l'a dit, c'est les registres, quand on fait la généalogie, c'est impressionnant de voir, fin janvier et début février, la liste des mariages. Mais vous avez 10, 15, 20 mariages en même temps, le même jour. Et après, ils partent faire leurs travaux à Paris, à Lyon, dans la Marne, ailleurs. Et quand ils reviennent, souvent en novembre, il y a le premier enfant, ou alors on trouve régulièrement des naissances où c'est que le père était absent. Parce que justement, il était parti. Et donc, ils ont fait une migration comme ça, annuelle. Donc, c'était quand même long, partir 11 mois dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Et après, pour beaucoup, c'est devenu une migration définitive. Ils sont restés là où ils étaient. Donc, moi, mon grand-père, après, est resté à Setso. Ma grand-mère tenait un café à Setso. Et voilà. Mais ils sont restés dans la Marne. Et c'est pour ça que c'est un véritable maçon de la Creuse, né en Creuse et ayant après migré dans un autre département. Et pour la petite histoire, je voudrais reparler de Vallot, qui a des mots. Monsieur Vallot, Léonard Vallot, qui a eu le marché pour démonter l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes sans toucher à la façade. Et quand on m'a dit, quand j'avais été là-bas, on me dit, c'est un monsieur Vallot
On s'est amusé à la détruire comme ça, à la Révolution. C'est un marché public. Hein. Et on m'a dit, il s'appelle Valo. Revenu à la maison à Coucy, sur l'ordinateur et Internet, je cherche les registres d'état civil de Soissons. Et puis il y avait un mariage d'un Léonard et il y avait le décès d'un Léonard. Donc je commence par le mariage, en me disant je vais avoir plus de détails sur le mariage. Alors j'apprends qu'il vient de la Creuse, j'apprends qu'il est veuf et que sa femme est morte à l'hôpital de Limoges. Et on me donne la date. Et là, il est veuf, il se remarie. Ok. Donc je vais sur l'état civil de Limoges et je trouve le décès de sa première femme. Et quand elle décède, il paraît que son mari est mort. Ah, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Bon. Et quand le deuxième va mourir, le deuxième acte d'un Léonard, son frère, quand il meurt, on a l'inventaire qu'il a et fait devant un notaire qui vient se déplacer et qui fait l'inventaire. Tout est chiffré, sauf 2 endroits où il y en a un, on dit, la femme dit qu'il reste sous la terre de l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes des pierres qui appartiennent à son mari. Il n'a pas réussi à les vendre, il les a laissées sur place, elles sont couvertes de terre. Et quand je le dis à il ne voulait pas me croire, la personne qui est responsable de l'abbaye. Hein, et le document suivant chez notaire, c'est le partage des biens. Il n'y a pas d'enfants. 2 petites filles sont mortes, il n'y a pas d'enfants. Donc le partage des biens se fait entre la mère qui habite en Creuse et la femme qui est à Soissons. Eh bien, la maman plutôt, elle envoie un fils, son gendre. Elle envoie son gendre pour la représenter. Le gendre, quand il arrive, ses 2 beaux-frères ne sont pas morts, il y en a un, il est bien devant lui. Et comme ils ont été plutôt horribles devant le notaire, dans leur façon de se tenir, je me dis, c'est pas possible, ils ont fêté le retour à la vie du Léonard, et à mon avis, ils arrivent pas dans un bel état. Mais ce qui est surprenant, c'est que le notaire, quand il partage les biens, il donne les pierres à la maman dans la Creuse. Donc, normalement, les pierres qui sont toujours sous la terre, derrière la façade de l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, sont à Soissons, ok, mais elles appartiennent à la famille Valo dans la Creuse. Bon, après, si on veut faire des recherches, il n'y a aucun notaire qui a noté ça, hein, ça c'est sûr. Mais donc voilà, on arrive à des histoires abracadabrantes. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Monsieur, emmenez les pinceaux. Donc voilà. Moi, je ne sais pas ce que je fais. À un moment donné, j'ai dû mélanger mes feuilles.